Il y a une expression anglaise, the right man in the right place at the right time, je ne sais plus très bien. La bonne personne au bon endroit, au bon moment. Je crois qu'il faut réfléchir sur cette expression. Il faut se demander, par exemple, si on est au bon endroit. Telle personne, est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'elle occupe la place qui correspond à sa compétence, à sa disposition mentale? Et on arriverait assez rapidement à conclure que beaucoup de gens sont déplacés, ne sont pas là où ils devraient être. On sent que quelqu'un n'est pas à sa place, qu'on lui a donné un job qui ne correspond pas à son caractère, à son tempérament, à sa mentalité. Aussi bien vers le haut que vers le bas. Quand une personne qui est en haut descend trop bas, ça ne marche pas. Et quand quelqu'un qui est en bas remonte trop haut, ça ne marche pas non plus. Et ça a des effets pervers sur le fonctionnement de la société. Donc on ne peut pas jouer trop avec ce genre de plaisanterie. Alors on peut effectivement, quelque part, jusqu'à un certain point, bien sûr, donner le change. Ça va de soi. Jusqu'à un certain point, il y a un processus qui fait que, en situation, on va pouvoir donner l'impression qu'on peut assumer la situation. Mais jusqu'à un certain point seulement. Combien de gens se retrouvent dans des postes qui ne correspondent pas à leur caractère? Un théoricien qui doit faire des travaux un petit peu serviles, par exemple, ou un homme assez simple à qui on demande de diriger un département, etc., un service. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Mais par vanité ou par nécessité, ils occupent des places qu'il ferait mieux de laisser à d'autres. Ça aussi, c'est un sujet un peu tabou. On parle d'emploi, mais on ne parle pas du fait que les gens ne sont pas avec l'emploi qui leur conviendrait. L'important, c'est que les gens aient un emploi. Alors, ce sont des sujets assez complexes qui génèrent des dysfonctionnements, assurément. Et je ne prétends pas, dans cette vidéo, épuiser le problème, parce que je continue à chercher. Mais disons justement que lorsqu'on est... vous savez que je divise la société en 4 niveaux, 1, 2, 3 et 4. Depuis le créateur jusqu'à la machine, en passant par des états intermédiaires, de celui qui sert la machine, ou de celui qui fait le rôle de messager ou d'intermédiaire, etc. Donc il y a 4 niveaux, 4 castes si on veut, dont la 4e est d'ailleurs la machine elle-même. Et pour se servir celui qui se sert d'une machine, ça ne peut pas être quelqu'un du niveau 1, c'est quelqu'un du niveau 3. Et inversement, on peut mettre quelqu'un de niveau 3 en 1. Tout ça, c'est pas clair, mais c'est une structure hiérarchique fondamentale, une verticalité fondamentale, un organigramme fondamental. Donc, par exemple, je parle du milieu astrologique, que je connais bien, mais c'est une société comme une autre. Eh bien, beaucoup de chercheurs dans ce domaine ont été obligés au cours de leur carrière de donner des consultations. Et ça a même été probablement le cas de Kepler, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, qui disait que l'astrologie était une activité alimentaire, même si effectivement il a quand même réfléchi largement sur l'astrologie et publié sur une réforme de l'astrologie. Mais malgré tout, il faisait des horoscopes et c'était alimentaire. Et il disait que c'était la fille qui nourrissait la mère, considérant que l'astronomie était la mère de l'astrologie, ce qu'on pourrait discuter. Donc, voyez-vous, dans bien des cas,
les gens vont, ce que j'appelle, déroger. Pas au sens d'avoir une dérogation pour ceci ou ça, mais déroger, c'est-à-dire ne pas rester à leur place. Alors, généralement, c'est plutôt quand on descend qu'on déroge. Mais on pourrait aussi employer l'expression en sens inverse. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Quelqu'un qui devient arrogant, qui est dans l'arrogance, c'est-à-dire qui se veut au-dessus de ce qu'il est, si on veut. En tout cas, donc c'est le verbe de regarder, et se prétendre, se faire passer pour, etc. Donc, voilà. Il y a des activités qui ne sont pas à la hauteur de la personne, soit parce que c'est trop élevé, soit parce que c'est trop bas. Et il faudrait faire attention à cela, parce que c'est bien d'employer les gens, mais il vaut mieux les payer à ne rien faire qu'à leur faire faire des activités pour lesquelles ils ne sont pas faits, pour lesquelles ils ne sont pas doués. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que demander à un intellectuel capable d'écrire des livres ou de faire des œuvres X ou Y de s'occuper d'activités routinières, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable. Et demander à quelqu'un qui a besoin de choses très bien en place, très installées, donc qui ont été transmises par en haut, de prendre des responsabilités hiérarchiques, ce n'est pas non plus très raisonnable. Il faut qu'en haut, les gens d'en haut sont des gens qui sont capables de remettre constamment en question ce qui est en place. Les gens d'en bas sont des gens qui ont besoin que les choses soient installées, instaurées. Le pianiste, il a besoin de jouer des choses qui sont bien là, bien figées quelque part, bien mortes quelque part. Et celui qui est en haut, lui, il a besoin de quelque chose qui soit plein de vitalité, qui soit en mouvement, qui ne soit pas du tout figé. Donc là, entre le monde de ce qui est l'éros au sens de Freud, l'éros d'en haut et le thanatos d'en bas, parce que c'est comme ça que je vois les choses, eh bien il y a un divorce, mais il y a des gens qui font le passage. C'est-à-dire quelque part les choses se cristallisent petit à petit. Les choses se cristallisent, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui est indifférencié, qui est libre, à quelque chose, on passe du monde de la liberté au monde de l'égalité, pour employer des expressions de sociologie politique, qui opposait généralement le monde occidental au monde communiste à une époque. Donc, effectivement, il y a cette cristallisation, ce refroidissement qui se fait au fur et à mesure qu'on descend dans les hiérarchies. Mais paradoxalement, et c'est là qu'il y a une difficulté épistémologique que je n'ai pas tout à fait résolue, paradoxalement, au commencement, paradoxalement, les gens qui sont en bas ne rêvent que de la révolution. Or, la révolution, c'est justement ce qui est la vie. Donc, ils ont besoin de la mort et ils revendiquent la vie. C'est comme un problème, ça. Et les gens qui sont dans la vie peuvent revendiquer la mort parce qu'ils veulent laisser une œuvre derrière eux, etc. Donc, il y a une espèce de chassé-croisé assez étrange à ce niveau-là, et on peut être un petit peu perplexe dans tout cela. Souvent, les gens utilisent des arguments qui ne correspondent pas à leur nature. Un ouvrier qui va proposer la révolution, c'est paradoxal. En fait, on sait très bien que ce sont les intellectuels qui font la révolution et pas les manuels d'en bas. Donc il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Il y a donc des ambiguïtés, des ambivalences qui font que on n'arrive pas très bien à analyser les choses parce que il y a cette espèce de chassé-croisé, de front renversé, où les gens se mettent à revendiquer ce qui ne correspond pas du tout à leur nature,
et ils vont se mettre dans des situations fausses, qui créent du dysfonctionnement, justement. Par conséquent, il faut faire très attention à tout cela parce qu'on fait des erreurs d'analyse, des erreurs de perspective. Par exemple, les femmes ont des revendications qui sont souvent visiblement pas, qui n'émanent visiblement pas des femmes elles-mêmes, mais qu'elles sont manipulées par les hommes. Ce sont des revendications presque suicidaires. Notamment la question de la procréation. C'est des situations où les gens se trouvent, mais ils ne savent pas si ça correspond à leur nature ou s'ils sont manipulés par un autre groupe qui a intérêt à les faire penser de telle et telle façon. Voilà, je reste sur ce questionnement, on y reviendra.